Donc je m'appelle Bernard Laponche et je représente l'association Global Chance. Global Chance est une association disons de scientifiques ou d'experts, d'ingénieurs, qui s'est créée en 1992. Et le Chance global, à cause du changement globaux en particulier sur le climat, et Chance, c'était pour dire que justement, ces problèmes qui se posent actuellement à la planète ne devaient pas être considérés forcément comme un effort épouvantable à faire et qui serait une grande souffrance, mais au contraire, une occasion de changer de civilisation énergétique. Et donc, depuis, on a un site, on a des publications, en partie sur les trois sujets qui sont notre expertise, c'est-à-dire l'énergie, le climat et le nucléaire. Et donc, on a en particulier à travailler depuis des années sur la question des déchets et participer à tous les débats précédents. Alors vous me direz que la participation à tous les débats précédents était quelque chose d'extrêmement frustrant. Je comprends beaucoup les gens qui, du coup, ont dit que dans les débats, ça suffit, parce qu'un certain nombre d'idées étaient formulées, non seulement par les experts contradicteurs, mais aussi, par exemple, par des conférences de citoyens, par des groupes de citoyens, et qui manifestaient la nécessité, justement, de faire des choix différents, ou au moins de les expérimenter. Et on s'est heurté à un tel refus de prendre sérieusement en compte ces conclusions qu'on était très échaudés. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on a participé à ce débat-ci? Justement parce que dans la phase préparatoire dont a parlé Michel Badré, il a été admis, et ça c'est une conquête de la CNDP et de la CPDP, et qu'il faut saluer, que non seulement on parlerait du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mais de l'ensemble des problèmes qui sont à l'origine de la production et de la gestion de ces déchets. C'est-à-dire ne pas considérer, comme on le fait d'habitude, qu'on fait un constat, il y a des déchets, ils sont là, donc il faut en faire quelque chose, mais de se poser la question, de leur production au niveau fondamental, c'est-à-dire, par exemple, le fait de dire si on considère que c'est un risque inacceptable, à ce moment-là, il faut arrêter d'en produire. Mais on voit bien que le mot acceptable ou inacceptable ne relève ni des scientifiques, ni des techniques, mais relève de l'ensemble de la population. Pardon? Normalement, non. Il faudrait en tout cas que l'État reflète l'opinion de la population. Alors, vous me direz, c'est pas forcément difficile. Non, mais on peut ne pas y croire. Mais peut-être que quand vous en serez au 5e débat public sur les déchets, dans 50 ans, vous pourrez constater qu'il y a quelques améliorations. Et voilà, donc on en est là, on a pu obtenir que les différents sujets soient discutés, que ce soit la production elle-même, que ce soit le retraitement des combustibles irradiés, qui est quelque chose qui est unique en France, donc ça mérite d'être discuté, que ce soit l'anthroposage des combustibles irradiés, qu'on anthropose à l'eau et qu'on peut anthroposer à sec, et que ce soit évidemment la gestion des déchets de haute activité, moyenne activité. Et en particulier, à la suite de cela, il y a eu les rapports qui ont été demandés à l'IRSN, et vous avez eu l'exposé du rapport qui a été réalisé sur les comparaisons internationales des recherches qui sont faites justement pour essayer de résoudre ce problème de la gestion des déchets. Alors d'ailleurs, vous remarquerez, moi j'ai trouvé cet exposé extrêmement intéressant, pas tellement parce qu'il présente l'ensemble des solutions, et on pourra parler de certaines solutions en particulier après moi, M. David du CNRS, mais ça vous montre l'ampleur de la folie humaine. C'est très important, c'est-à-dire que si on considère que ces questions sont uniquement une question de scientifiques ou d'ingénieurs, c'est catastrophique. Moi, je me souviens très bien que le haut-commissaire à l'énergie atomique, Francis Perrin, qui était donc un grand savant, disait, mais le problème des déchets, il n'y a aucun problème, on les met dans les fosses marines profondes. Et on s'est aperçu après quelques années, et aussi grâce à l'opposition d'un certain nombre de militants, et en particulier Greenpeace, que c'était une solution inacceptable. Et
Et de la même façon, l'enfouissement profond, récemment, on a trouvé que les Allemands qui avaient parié sur les mines de sel, ça a été une catastrophe. Les Américains qui ont parlé sur le projet WIP, ça a été aussi une catastrophe. Et donc, il faut être très vigilant. Il y a forcément une dimension technique et scientifique, mais il ne faut absolument pas se limiter à l'opinion des scientifiques ou des techniciens pour des choix qui relèvent de questions éthiques, de questions de gouvernance, etc. Alors, pour aller plus directement à notre propos, j'ai quand même fait une petite recherche historique qui montre à quel point, en fait, on est arrivé à cette solution CIGEO dite de référence par une série de biais qui ont complètement déformé les choses. Et ça, il faut en être conscient pour bien que les dirigeants comprennent que si c'est ça la méthode de gouvernement, ça ne peut pas coller. À un moment donné, ça devient insupportable. Alors, je suis remonté assez loin. La première fois qu'on a parlé des stockages, enfin, d'enfouissement géologique, c'était dans les années 70. Il y avait même un programme européen qui devait étudier ça, et la France était chargée du granit. Bon, le granit, maintenant, on n'en parle plus, on verra pourquoi. Après, on a eu un certain nombre de commissions, et la plus importante, la plus intéressante, celle qui, à mon avis, a fait le travail le plus approfondi sur les questions des déchets, c'est la commission Castin dans les années 83-84. Et qu'est-ce qui sort de cette commission? Et c'est très intéressant. On peut lire le détail, mais il y a deux points fondamentaux. Le premier, c'est que la réversibilité est un impératif. Il faut, quelle que soit la solution, qu'on puisse revenir en arrière, soit pour des raisons de sûreté ou des raisons scientifiques, soit pour des raisons justement de politique ou d'éthique. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut respecter les générations futures, ça veut dire ne pas leur imposer une solution irréversible. Donc il faut que ce soit réversible. Et ça, c'est un point très important qui lui aussi a été déformé par la suite. Deuxièmement, il disait, mais le retraitement, par exemple, n'est en fait, à cette époque et encore actuellement, que la production de plutonium. L'objectif est la production de plutonium. Et si le retraitement était une solution pour les déchets, et c'est bien écrit clairement, il faudrait que le retraitement permette justement de séparer, et c'est possible, de séparer les fameuses actinides mineures dont on vient de parler. Donc il y avait déjà à cette époque c'est charmant, mais ça perturbe un peu. Donc il y avait déjà à cette époque, si vous voulez, des choses fondamentales comme la réversibilité et le fait que si le retraitement était considéré comme intéressant ou acceptable, pour la gestion des déchets, il ne fallait pas en rester à la solution de cette époque, production de plutonium uniquement, mais, et il le disait, avant la fin du siècle, le 20e, c'est-à-dire, c'est déjà passé depuis longtemps, faire un retraitement qui permette cette séparation qui après pourrait être traitée par la transmutation. Et puis ça a continué. Et on voit bien que là, la loi de 1991 qui a réglé, qui a défini les problèmes des déchets, il y avait la recherche, transmutation, séparation, il y avait le stockage géologique et il y avait l'anthroposase à sec. Bon, mais le stockage géologique, il devait y avoir plusieurs laboratoires. Il n'y en a eu qu'un. Il devait y avoir l'étude du granit et de l'argile. On a étudié que l'argile. Et ce qui est intéressant, c'est que les 4 premiers sites qui ont été explorés, c'était dans l'Inde, dans la... Enfin, c'était tout du côté de la Loire, pas un mot de Bure. C'était pas considéré comme une région intéressante au début. Comme ça a été refusé par les populations, on est passé à autre chose. On a utilisé M. Bataille, l'auteur de sa loi, comme médiateur. Et le mot médiateur est très important. Médiateur par rapport sur la question de l'acceptabilité par les gens, par les populations, et pas sur la qualité technique de la géologie de Bure, auquel M. Bataille ne connaissait rien, et c'est bien normal. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu une loi nouvelle, on a simplifié en disant on écarte ceci, on écarte cela, et forcément, vous arrivez à la fin du processus, il n'y a plus qu'une solution, c'est CIGEO. Alors ça, c'est inacceptable. Et c'est totalement inacceptable, même si le projet était bon, ce qui n'est pas le cas,
c'est inacceptable qu'on élimine au fur et à mesure tout ce qui concernait l'étude de solutions alternatives et qui était présenté non seulement par les opposants éventuellement, mais aussi justement par des laboratoires, des organisations, etc. Il faut en arriver donc à cette CPDP. C'est à la demande, et bien entendu toutes ces alternatives qui étaient proposées au fur et à mesure n'étaient jamais étudiées, ou en tout cas n'étaient jamais publiées. Et il faut arriver à cette séance, où la demande plutôt de la CPDP à l'IRSN, personne n'avait demandé avant à l'IRSN de présenter les solutions alternatives. Pourtant c'est intéressant. Mais il n'y avait qu'une solution. Et donc il n'y avait aucune raison d'exposer ce qui a été exposé, dans lequel il y a effectivement des choses à rejeter, souvent d'ailleurs pour des raisons d'éthique, et pas seulement techniques, mais aussi des solutions intéressantes, et en particulier celles que nous défendons et nous proposons, sur la base en fait à la fois de considérations de sûreté et de technique, mais sur des considérations morales. Considérations techniques ou scientifiques, disons, en résumant, mais ça sera traité par ailleurs, ou ça a été écrit longuement, c'est que le projet Cigéo en soi n'est pas très fameux. Et en particulier, il n'est pas réversible. C'est clair et net. Quand on dit on permet aux générations futures de faire des choix, quand on pense à générations futures, c'est pas seulement 3 ou 4 générations sur un siècle, c'est vraiment des générations futures qui viendront au fur et à mesure. Si ces générations futures s'aperçoivent que le choix est mauvais ou que le site, et qu'il y a des problèmes de risque qui apparaissent, ils ne peuvent rien faire parce qu'on a rebouché tous les 500 mètres. Donc il y a une critique assez simple du projet Cigéo. Est-ce qu'il y a une alternative? C'est celle que nous proposons, qu'on appelle le stockage à sec en subsurface. Stockage à sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les déchets tels qu'ils sont actuellement, je ne parle pas des déchets tels qu'ils sont actuellement, soit les déchets vitrifiés, haute activité qui sont à La Hague, soit les déchets moyenne activité à Villongue, dans la majorité est à La Hague. Ils sont dans des conteneurs. Et ils sont donc entreposés, puisque ce n'est pas définitif, à sec. C'est curieux. Ils sont dans des grandes colonnes, des silos, on appelle ça, à La Hague, dans lesquels circule de l'air, à la fois la circulation naturelle et puis une circulation forcée, de façon à refroidir, parce que c'est très chaud, du fait de la radioactivité, à refroidir ces déchets vitrifiés. Donc ils sont déjà en stockage à sec. Et comme ils sont très chauds et très radioactifs, il faut attendre un certain temps, à peu près 60 ans je crois, 60 ans pour que la température soit suffisamment basse pour qu'on puisse les transporter. Et bien voilà, organisons un stockage à sec, et on appelle en subsurface, par exemple, dans une colline bien protégée par rapport aux agressions extérieures, et on les met là dans des conditions qui sont aussi bien surveillées que celles de La Hague, et on se donne, et c'est ça le fondement de notre raisonnement, on se donne suffisamment de temps pour demander à nos physiciens, nos savants, etc., qui sont quand même des gens quelquefois qui ont des idées intelligentes, de leur dire, ben, écoutez, il existe actuellement, et ça sera présenté de façon plus détaillée par M. David du CNRS, la séparation-transmutation, qui n'est pas si facile que ça a déjà été exposé facilement, mais la science nucléaire qui traite les noyaux de l'atome, elle a 80 ans. Et à partir de là, on a découvert la fission, le neutron en 1938, la fission en 1939. Et la première pile atomique qui a fonctionné en 1942. En 70 ans, on a pu développer la séparation-transmutation, mais rien ne prouve que ce soit la solution ad hoc. Donc on dit, on fait un stockage en subsurface, et ça, c'est facile. À la fois le CEA a dit qu'il pouvait faire des conteneurs qui pouvaient tenir 300 ans, Orano aussi. Donc stocker, entreposer à sec les HA et MAVL, c'est parfaitement possible. Et ça peut être dans des endroits, par exemple sous une colline, dans lesquels c'est protégé et c'est surveillé et c'est contrôlé. Alors pourquoi 300 ans? Si le nucléaire continue,
le développement de nucléaire continue, il y aurait des réacteurs à neutrons rapides, enfin des choses, moi je considère comme invraisemblables, mais c'est quand même la vision des gouvernants. À ce moment-là, il y aura toujours des gens compétents, capables, des physiciens, des ingénieurs, etc., pour faire en sorte que ces stockages soient bien entretenus. Et donc, dans une hypothèse de continuation du nucléaire, ça ne pose aucun problème. Ça pose un problème si, ce qui est à mon avis le plus probable, le nucléaire s'arrête. Si le nucléaire s'arrête, on dit, ah ben c'est un problème. Mais si le nucléaire s'arrête, on sait que pendant au moins 300 ans, voire 500 ans, il faut contrôler et surveiller les stockages actuels qui existent en France de déchets à Soulaines, à Morvilliers et dans la Manche. Donc il y aura toujours des gens qui seront chargés, c'est comme ça, de surveiller ces déchets. Par conséquent, ce que nous proposons, c'est une solution qui justement n'est pas définitive et ne s'impose pas aux générations futures, mais c'est une solution qui, sur un temps qui nous paraît suffisant et en tout cas faisable, de demander à la science, à partir ou non de la situation actuelle, séparation, transmutation, mais aussi pourquoi la science ne pourrait pas découvrir des choses plus astucieuses que de bombarder des noyaux avec des neutrons ou des protons. On vous parle tous les jours des fantastiques découvertes de la science. L'espace, l'infiniment petit, l'infiniment grand, etc. Eh bien, si on fait des programmes entre le CEA, le CNRS et tous les labos étrangers dont on nous a parlé, parce que les États-Unis ont le même problème, les Allemands ont le même problème, les Japonais ont le même problème, les Chinois, tous les gens qui ont du nucléaire ont le même problème de déchets radioactifs, c'est clair. Eh bien, à ce moment-là, que cet ensemble de laboratoires propose des solutions, et comme on a un certain temps devant nous, eh bien, qu'on les mette en débat, qu'on les explique, qu'on regarde qu'est-ce que c'est la responsabilité des générations futures. Et les générations futures seront très contentes, je pense, de pouvoir agir sur ces déchets, alors qu'avec CIGEO, on les empêche totalement d'intervenir. Donc voilà notre proposition que nous faisons au public pour qu'il se manifeste par rapport à cette conclusion. Nous nous associons bien sûr à ces applaudissements enthousiastes.